En plein mariage de ma sœur, mes parents ont décrété que je devais offrir mon appartement parisien. Quand j'ai refusé, ma mère m'a humiliée devant tous les invités. Ce qu'il ignorait, c'est que mon mentor, leur partenaire d'affaires principal, regardait tout en direct et fonçait déjà vers eux. Mon nom est Léontine Dubois et j'ai 32 ans. En plein mariage de ma sœur, au milieu de 200 invités, mes parents ont publiquement décrété que je devais offrir mon appartement parisien, un bien estimé à 4 millions d'euros, comme cadeau. Quand j'ai refusé, ma propre mère m'a humiliée, elle m'a violemment giflé devant tout le monde. Ce qu'ils ignoraient tous, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est que mon mentor, qui est aussi leur partenaire d'affaires principal, regardait la scène en direct sur son téléphone et fonçait déjà vers eux pour déchaîner un enfer qu'ils n'avaient jamais anticipé. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement celle d'une gifle. C'est l'histoire d'une trahison familiale complexe, d'un secret d'affaires honteux vieux de 25 ans, et d'une vengeance méticuleusement planifiée qui allait tout changer. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a fait basculer ma vie, j'aimerais créer un petit lien avec vous. Votre soutien est incroyablement précieux. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. C'est une façon pour moi de me sentir connecté à cette belle communauté. Maintenant, je vous emmène avec moi. Retournons dans la somptueuse salle de réception du domaine de la Rivière d'Or, quelques secondes avant que le chaos ne s'installe définitivement. Je me tenais au milieu de la grande salle de bal du domaine de la Rivière d'Or, une flûte de champagne à la main, mais je ne sentais ni le pétillement des bulles ni le froid du cristal. Autour de moi, un tourbillon de conversations joyeuses, de rires cristallins et de tintements de verre se mêlait aux notes élégantes d'un quatuor à cordes. L'air était lourd du parfum entêtant des lys blancs et des pivoines qui ornaient chaque table, une opulence que je savais désormais factice, une façade financée par la tromperie. C'était le mariage de conte de fées que ma sœur cadette, Ambre, avait non seulement désiré, mais exigé. Un mariage dont j'étais, sans le savoir jusqu'à récemment, la principale créancière. Mon regard a balayé la foule et s'est posé sur ma mère, Clotilde. Elle se déplaçait avec la grâce calculée d'une reine dans son royaume, sa robe de soie bleu nuit flottant derrière elle. Mais il n'y avait aucune joie dans sa démarche. Elle ne souriait pas. Son visage était un masque de marbre, sculpté par une détermination glaciale. Et elle se dirigeait droit sur moi. À cet instant, le bruit ambiant s'est estompé pour devenir un bourdonnement lointain. Je n'entendais plus la musique. Je ne voyais plus les invités. Je ne voyais que la tempête qui couvait dans ses yeux. Une voix calme, presque détachée, a résonné dans mon esprit. Une voix qui était la mienne, mais qui semblait venir de très loin. Voilà. Le moment. Le moment où le dernier fil d'espoir, ce fil ténu et fragile que je tissais et réparais depuis 32 ans, est sur le point de se rompre pour de bon. Je n'étais pas surprise. Je n'étais plus effrayée. J'étais préparée. J'avais passé les dernières semaines à anticiper cet instant précis. Je l'attendais comme on attend une sentence inévitable. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, m'enveloppant de son parfum puissant, un mélange floral et épicé qui m'a soudainement paru suffocant. Léontine, sa voix était un murmure à peine audible, mais chargé d'une tension qui aurait pu fendre le verre. Ton père va faire l'annonce dans quelques minutes. Je veux que tu montes sur cette scène, que tu affiches ton plus beau sourire, et que tu donnes les clés de ton appartement à ta sœur. C'est parfaitement clair ? Ce n'était pas une question. C'était un ordre. J'ai pris une petite gorgée de champagne, laissant le liquide frais glisser dans ma gorge. J'ai gardé mon regard ancré dans le sien, refusant de scier. Ce qui est clair, maman, c'est que cet appartement est ma propriété. Je l'ai gagné par mon travail, pas par la chance. Il n'est pas et ne sera jamais un cadeau. Son visage s'est imperceptiblement crispé. La fureur a fait une brèche dans son masque de contrôle. Comment oses-tu me parler sur ce ton ? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous voulez dire, tout ce que vous avez fait pour elle, ai-je corrigé, ma voix toujours aussi douce, mais tranchante comme une lame. C'est là que la digue a cédé. Sa main est partie, un éclair de chair et de bijoux. Le son a claqué dans l'air, un bruit sec, brutal, obscène dans cette atmosphère feutrée. Clac. Le quatuor à cordes s'est arrêté net. Les conversations se sont tues.
Le temps lui-même a semblé suspendre son vol. 200 paires d'yeux, des visages connus et inconnus, se sont tournés vers nous. Le choc. L'horreur. Et dans certains regards, une lueur de fascination malsaine. Ma joue me brûlait, une douleur vive et lancinante qui irradiait jusqu'à ma tempe. Ma boucle d'oreille en perles, un bijou que mon grand-père m'avait offert pour mes 18 ans, s'est décroché sous l'impact. Elle a tracé un petit arc dans la lumière des lustres avant d'atterrir sur le sol en marbre avec un minuscule bruit sec et solitaire. Clotilde s'est penchée vers moi, son visage déformé par une haine qui m'était à la fois familière et totalement étrangère. Elle a chuchoté, ses lèvres frôlant presque mon oreille pour que je sois la seule à entendre. « Tu es comme ton grand-père, égoïste jusqu'à la moelle. » Ces mots, plus encore que la gifle, ont été la véritable détonation. La mention de mon grand-père, le seul homme de cette famille qui m'ait jamais aimé, le seul qui ait cru en moi, était une profanation. Une déclaration de guerre totale. Ce n'était plus seulement une gifle. C'était une clé. Une clé qui venait de déverrouiller une porte sombre de mon passé familial, une porte dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Ma joue me brûlait, mais mon esprit était d'une clarté redoutable. Il pensait m'avoir piégé. Il ne savait pas qu'il venait de tomber la tête la première dans mon propre piège. Tout avait commencé un mois plus tôt, un mardi matin ordinaire. J'étais dans le bureau de mon appartement parisien, un espace lumineux et épuré qui donnait sur les toits du 16e arrondissement. J'étais en train de finaliser les derniers détails d'une présentation stratégique pour une fusion que je pilotais depuis 6 mois. C'était mon sanctuaire, le fruit de 10 ans de travail acharné, de nuits blanches passées à analyser des marchés, de week-ends sacrifiés à construire ma carrière, brique par brique. Le téléphone avait sonné, affichant le nom de mon père, Renaud. J'avais hésité une seconde. Ces appels étaient rarement de simples prises de nouvelles. Il y avait toujours une demande sous-jacente, une attente non formulée. J'avais finalement décroché. « Léontine, ma chérie. J'espère que je ne te dérange pas, bonjour papa. » « Non, ça va. » « Que se passe-t-il » Sa voix, habituellement pleine d'une assurance un peu trop forcée, était cette fois-ci tendue, presque suppliante. Il m'a exposé un scénario catastrophe. Un problème de trésorerie soudain, un client américain majeur qui menaçait de rompre un contrat vital pour l'entreprise familiale, les Vins du Bois et Associés. Il a parlé de délais de paiement, de factures impayées, de la banque qui devenait frileuse. Si je ne trouve pas 200 000 € d'ici la fin de la semaine, nous mettons la clé sous la porte, Léo. C'est la fin. La fin de tout ce que ton grand-père a bâti. L'invocation de mon grand-père paternel était un coup bas, et il le savait. J'ai senti une pointe de doute. L'histoire semblait trop dramatique, trop soudaine. Mais la peur dans sa voix semblait réelle. Après tout, c'était ma famille. C'est un prêt, ma chérie. Juste pour quelques mois, le temps de passer ce cap difficile. Je te jure sur ce que j'ai de plus sacré que je te rembourserai au centime près. C'est pour sauver l'héritage de la famille. Après avoir raccroché, promettant d'y réfléchir, je suis resté un long moment immobile, regardant le vide. Une partie de moi, la fille qui avait toujours cherché son approbation, voulait faire le virement sans poser de questions. Mais une autre partie, la femme d'affaires que j'étais devenue, sentait une alarme se déclencher. Antoine Gaspard, mon mentor, m'avait toujours dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, surtout quand les sentiments sont en jeu. Alors, j'ai fait quelque chose que la vieille Léontine n'aurait jamais osé faire. J'ai ouvert mon carnet d'adresses et j'ai appelé Hervé, l'ancien comptable de l'entreprise familiale. Un homme droit et discret qui avait pris sa retraite 5 ans plus tôt, mais qui avait été l'homme de confiance de mon grand-père maternel. Hervé, c'est Léontine Dubois. Pardonnez-moi de vous déranger. J'aurais besoin de votre expertise, en toute discrétion. Je lui ai expliqué la situation, sans mentionner la demande de prêt. Je lui ai juste dit que j'avais des inquiétudes sur la gestion récente et que je voulais un avis extérieur et fiable avant de m'impliquer davantage. Il a compris à demi-mot. 3 jours plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Il contenait un seul fichier, protégé par un mot de passe qu'il m'avait donné au téléphone. C'était une analyse des flux de trésorerie des 6 derniers mois. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant le document. La vérité était là,
étalée sur plusieurs pages de chiffres et de graphiques, brutale et sans appel. L'entreprise n'était absolument pas en difficulté. Au contraire, le contrat américain avait généré un bénéfice exceptionnel. Mon regard a parcouru les lignes de dépenses jusqu'à trouver celle qui a fait basculer mon monde. Une sortie de trésorerie de 200 000 €, effectuée il y a 2 semaines. Libellé, dépenses événementielles exceptionnelles, à compte. Le bénéficiaire, SAS Le Domaine de la Rivière d'Or, organisation mariage Ambre Dubois. Le sang s'est retiré de mon visage. J'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre. Il ne m'avait pas demandé de les sauver. Il m'avait demandé de payer le mariage de luxe de ma sœur avec mon propre argent, en inventant un mensonge éhonté. La douleur était physique, une lame de couteau qui se tordait dans ma poitrine. Mais sous cette douleur, une nouvelle sensation a émergé. Froide. Dure. Une clarté impitoyable. Ce n'était pas une crise. C'était une escroquerie. Une manipulation orchestrée pour financer les caprices de ma sœur sur mon dos. À cet instant, le mariage d'Ambre a cessé d'être une fête de famille à mes yeux. C'est devenu une scène de crime. Et j'étais la principale victime. Avec cette certitude glaciale ancrée en moi, les souvenirs de mon passé ont commencé à défiler dans mon esprit, non plus comme des injustices isolées, mais comme une série de preuves accablantes. Chaque sacrifice, chaque concession, chaque fois que j'avais mis mes besoins de côté pour eux, tout me revenait en pleine face, éclairé par la lumière crue de leur dernière trahison. C'était un schéma, une stratégie mise en place depuis mon enfance. Je me suis souvenu de mes 21 ans avec une clarté douloureuse. J'avais décroché le stage de mes rêves à New York, une place dans une prestigieuse banque d'affaires. C'était ma porte de sortie, mon ticket pour une vie que je construirais moi-même. Une semaine avant mon départ, alors que mes valises étaient presque prêtes, Ambre, qui avait alors 15 ans, a été prise d'une crise d'angoisse dévastatrice. C'est en tout cas le diagnostic posé par ma mère en moins de 5 minutes. Ambre pleurait, hyperventilait, s'accrochait à moi en disant qu'elle ne survivrait pas à mon absence. Mes parents m'avaient prise à part dans le salon. Leur visage était grave, plein de reproches. La famille passe avant tout, Léontine, avait dit mon père. Une carrière, ça se reconstruit. La santé mentale de ta sœur est fragile. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Ma mère avait ajouté, les larmes aux yeux, si quelque chose lui arrivait pendant ton absence, pourrais-tu vivre avec ça? C'était un chantage affectif parfait. J'avais cédé. J'avais appelé la banque à New York, inventant une excuse bidon, sentant mon avenir m'échapper entre les doigts. J'avais perdu le stage. 2 semaines plus tard, la crise d'Ambre avait miraculeusement disparu. C'est là que j'avais trouvé son journal intime, en cherchant un livre dans sa chambre. La curiosité m'avait poussé à l'ouvrir. Sur une page, datée du jour de sa prétendue crise, elle écrivait avec une jubilation cruelle, « C'est tellement facile de les manipuler. Maman et papa goberaient n'importe quoi. Mission accomplie, Léo reste. Maintenant, elle ne pourra plus me faire de l'ombre avec son stupide voyage en Amérique et ses airs de fille parfaite. » J'avais eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais apporté le journal à mes parents, tremblante de rage et de chagrin. Ma mère me l'avait arraché des mains, et sans même le lire, l'avait jeté dans le feu de la cheminée. « Tu devrais avoir honte de fouiller dans les affaires de ta sœur, » avait-elle sifflé. C'est une adolescente. Elle est instable. C'est toi l'aîné, l'adulte. C'est à toi de faire preuve de maturité et de la protéger, pas de l'accuser. Ils avaient choisi de brûler la preuve, de nier la vérité, pour préserver l'image de leur fille parfaite et fragile. Et ce n'était qu'un épisode. Il y avait eu l'argent que j'avais économisé pendant 2 ans en travaillant comme serveuse pour m'acheter ma première voiture, empruntée par mes parents pour financer un voyage scolaire de luxe pour Ambre en Italie. Tu comprends, ma chérie, c'est une opportunité culturelle unique pour elle. Je n'ai jamais revu cet argent. Chaque fois, le scénario était le même, un besoin urgent d'Ambre, une pression morale de mes parents, et mon sacrifice silencieux. J'étais la variable d'ajustement, la police d'assurance de leurs caprices. En regardant le relevé bancaire sur mon écran, j'ai compris que rien n'avait changé, sauf l'échelle. Je n'étais plus la sœur qui sacrifiait son stage,
j'étais devenue la ressource financière, la solution de secours, le portefeuille sur pattes pour un mariage à 6 chiffres. La douleur de cette prise de conscience était immense, mais elle a aussi forgé quelque chose de nouveau en moi. Une détermination d'acier. J'avais passé ma vie à encaisser les coups, à pardonner l'impardonnable dans l'espoir futile d'obtenir une reconnaissance, une miette de leur affection. C'était terminé. Pendant des années, j'avais porté la culpabilité de ne pas être une assez bonne sœur, une assez bonne fille. Maintenant, je voyais la vérité, mon seul tort avait été d'être une trop bonne cible. Si vous avez déjà été dans une situation où votre gentillesse a été prise pour de la faiblesse, où vous avez dû vous battre pour qu'on reconnaisse votre valeur au sein de votre propre famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place à ce moment précis. Auriez-vous confronté votre famille immédiatement, ou auriez-vous commencé à planifier votre défense en silence, comme je l'ai fait? Votre avis m'intéresse énormément et peut aider d'autres personnes dans la même situation. Quelques jours après avoir découvert la fraude, j'avais un déjeuner de travail prévu avec mon mentor, Antoine Gaspard. C'était un rituel mensuel. Nous nous retrouvions dans un restaurant discret près de la bourse, un lieu où les conversations pouvaient être franches, loin des oreilles indiscrètes du bureau. Antoine n'était pas seulement mon patron, il était la seule figure paternelle stable et encourageante que j'ai jamais connue. Il m'avait repéré alors que j'étais une jeune analyste noyée dans la masse, et il avait vu en moi cette flamme, cette rage de réussir que mon grand-père maternel avait été le premier à déceler. Il m'avait tout appris, l'art de la négociation, l'importance de l'anticipation, et surtout, la nécessité d'être impitoyable quand la situation l'exigeait. Ce jour-là, j'étais préoccupée, distante. Antoine l'a remarqué immédiatement. « Léontine, quelque chose ne va pas. Vous êtes à des kilomètres d'ici. » Je n'étais pas prête à lui révéler toute l'histoire, pas encore. Alors, j'ai posé une question hypothétique. Je lui ai parlé d'un « ami » qui avait des difficultés à poser des limites financières avec sa famille. Il a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux, son regard perçant semblant lire au-delà de mes mots. Son visage s'est assombri. « Léontine, je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent. Une histoire qui explique pourquoi je suis si intransigeant sur la séparation entre les affaires et les sentiments. » Il m'a parlé de son père, un homme qu'il décrivait comme un visionnaire, un poète du vin. Il avait un meilleur ami, son partenaire, son frère de cœur. Ensemble, ils avaient découvert un petit vignoble oublié en Bourgogne, un terroir exceptionnel. Ils y avaient consacré leur vie, créant un cru d'une qualité rare qui commençait à attirer l'attention des connaisseurs. Mais son père était un artiste, un homme de confiance. Il laissait son ami, le gestionnaire, s'occuper des finances, des contrats, de la paperasse. Un jour, il a découvert qu'il avait été méthodiquement évincé. Son ami avait siphonné les fonds, créé une société écran, et finalement, utilisé une clause de dilution des parts qu'il avait fait signer à son père pour prendre le contrôle total. « Mon père a tout perdu », a dit Antoine, sa voix basse et chargée d'une colère froide et ancienne. Pas seulement l'entreprise. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était le vignoble, un cru exceptionnel que mon grand-père avait planté. C'est cet héritage, ce travail de plusieurs générations, qu'il a volé. Mon père ne s'en est jamais remis. Il est mort quelques années plus tard, ruiné et le cœur brisé. J'étais bouleversée. C'est une histoire terrible, Antoine. Je suis sincèrement désolée. C'est une leçon, a-t-il corrigé. C'est la raison pour laquelle je suis si prudent. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque la société vous a transféré la propriété de votre appartement parisien, j'ai personnellement insisté pour ajouter cette clause que mes avocats ont rédigée sur mesure. Je me suis souvenu de cette clause, la « clause anti-vautour », comme ils l'appelaient en plaisantant. Elle stipulait que toute tentative de coercition, d'intimidation ou de pression, y compris et surtout familiale, pour forcer la cession de l'appartement serait considérée comme un acte hostile envers les intérêts de la société, donnant à Gaspard Capital le droit d'intervenir légalement avec toute la force de notre service juridique. Sur le moment, j'avais trouvé cela paranoïaque. Maintenant, je comprenais la profondeur de sa prévoyance. Mon père a tout perdu à cause d'une confiance aveugle. Je ne laisserai pas cela arriver aux personnes en qui j'ai investi. Considérez cet appartement non seulement comme votre maison, mais comme une forteresse stratégique. Alors qu'il parlait, un détail terrible,
une pensée effroyable a commencé à se former dans mon esprit. L'entreprise de mon père, les Vins du Bois et Associés, avait été fondée par mon grand-père paternel. Et elle était spécialisée dans l'exportation de grands crus de Bourgogne. En entendant le mot « vignoble », une image du logo de l'entreprise de mon père 2D entrelacée autour d'une grappe de raisin stylisée m'a traversé l'esprit avec la violence d'un éclair. Une coïncidence ? Ou une pièce manquante d'un puzzle monstrueux que j'étais sur le point d'assembler ? Une terrible suspicion a commencé à naître en moi, si sombre que j'osais à peine la formuler. Le jour du mariage est arrivé, baigné d'un soleil ironiquement radieux. En conduisant ma Tesla sur les routes de campagne qui menaient à la vallée de la Loire, je ne ressentais plus l'anxiété habituelle qui précédait chaque réunion de famille. À la place, il y avait une sorte de calme étrange, le calme du soldat avant la bataille. Mon esprit était clair. Mon objectif était défini. Je n'allais plus subir. J'allais agir. Le domaine de la rivière d'Or était encore plus somptueux que dans mes souvenirs. Une bâtisse majestueuse entourée de jardins à la française. Une démonstration de richesse et de bon goût que je savais maintenant être une mise en scène, un théâtre dont j'avais payé la location. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai souri, j'ai embrassé, j'ai complimenté ma mère sur sa robe et Ambre sur sa coiffure. J'ai enduré les piques habituels. Ma tante Isabelle, la sœur de ma mère, m'a acculée près du buffet. Alors, Léontine, toujours seule ? Tu vois, ta sœur a tout compris. Une femme doit trouver un mari, pas diriger un conseil d'administration. J'ai simplement souri et répondu, chacun ses priorités, n'est-ce pas, ma tante ? Mais sous cette façade de normalité, j'étais en mission. Je savais que je devais obtenir la confirmation finale, la preuve irréfutable de leur complot. Je devais les entendre de mes propres oreilles. Prétextant chercher les toilettes pour dames, je me suis dirigé vers une aile plus calme du domaine, où je savais que mes parents disposaient d'une suite privée pour la journée. Comme je l'avais espéré, la porte était entr'ouverte, probablement pour laisser passer l'air. J'ai ralenti, feignant de regarder un tableau sur le mur, mon cœur battant à tout rompre. J'ai d'abord entendu la voix de mon père, empreinte d'une nervosité qu'il tentait de dissimuler. Et je ferai l'annonce juste après le discours du témoin. L'ambiance sera à l'émotion, le champagne aura fait son effet. Personne n'osera protester. Elle sera obligée d'accepter. Puis, la voix de ma mère, plus dure, plus stratégique. Il faut absolument qu'elle monte sur scène. Il faut que tout le monde la voie nous donner son accord, nous embrasser. L'humiliation publique l'empêchera de revenir en arrière plus tard. C'est la clé. Un court silence. Puis, une troisième voix a retenti, une voix plus jeune, plus claire, mais qui suintait une arrogance venimeuse. La voix d'Ambre. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout préparé. Je lui ai parlé hier au téléphone. Je lui ai dit à quel point ce serait merveilleux pour les futurs enfants que j'aurais de grandir près de leur tante à Paris. Je lui ai planté l'idée dans la tête, j'ai joué la carte de la famille. Elle est tellement prévisible, avec son besoin désespéré d'être aimée. Après ce soir, elle n'aura plus le choix. Son précieux appartement sera enfin à moi. Le sang s'est glacé dans mes veines. Le choc de l'entendre, de la propre bouche de ma sœur, était encore plus viol que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas un plan de mes parents pour aider leur fille préférée. C'était une exécution planifiée par ma propre sœur pour me dépouiller, avec la complicité active et enthousiaste de mes parents. La petite princesse fragile, l'artiste sensible, était en réalité le cerveau impitoyable de l'opération. Je me suis éloignée sans un bruit, mon visage une toile vierge. La douleur avait disparu, remplacée par une froide résolution. Ils avaient tout prévu. Le lieu. Le moment. La pression psychologique. Mais ils avaient oublié un détail. Un tout petit détail. Ils ne savaient pas que je savais. Le jeu était confirmé. Les joueurs étaient en place. J'ai lissé ma robe, j'ai intercepté une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, et je suis retourné dans la grande salle de réception, mon cœur battant au rythme d'un tambour de guerre. Le spectacle pouvait commencer. La réception battait son plein dans un tourbillon de soie, de champagne et de conversations superficielles. Les discours s'enchaînaient, chacun plus mièvre et prévisible que le précédent.
Je suis restée assise à ma table, stratégiquement placée près d'une sortie, sirotant mon verre. Un calme étrange, presque surnaturel, m'habitait. J'étais une spectatrice dans une pièce de théâtre dont j'étais censée être, à mon insu, la tragédienne. Chaque rire, chaque toast porté à l'amour éternel me semblait faux, creux, une dissonance dans la symphonie de leur duplicité. Enfin, le moment est arrivé. Mon père, Renaud, s'est levé, faisant tinter délicatement sa flûte avec un couteau en argent. Un silence respectueux s'est installé, seulement troublé par le flash d'un photographe. Il a commencé par un discours larmoyant, un chef-d'œuvre de sentimentalité calculée. Il a parlé de la fierté d'un père, de la nostalgie de voir sa petite fille devenir une femme, de la joie de l'accueillir, elle et son nouveau mari, dans la famille. Puis, sa voix s'est faite plus forte, plus théâtrale, pour le point culminant de sa performance. Et pour commencer leur nouvelle vie, pour leur offrir la stabilité et le nid douillet qu'ils méritent, leur famille a voulu leur faire un cadeau exceptionnel. Un cadeau qui ne vient pas seulement du portefeuille, mais du cœur. Un cadeau qui symbolise l'amour et le sacrifice qui unissent notre famille. C'est donc avec une immense fierté et une profonde émotion que j'annonce que sa grande sœur, son roc, sa protectrice de toujours, Léontine, a décidé de leur offrir son magnifique appartement parisien. La salle a éclaté en un tonnerre d'applaudissements et d'exclamations admiratives. J'ai entendu des « Oh, c'est merveilleux, quelle générosité, une sœur formidable ». Ambre, dans une performance digne d'un Oscar, a porté ses mains à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de surprise et d'émotion. Des larmes, parfaitement calibrées, ont perlé sur ses joues. Mon père, rayonnant, m'a fait signe de le rejoindre sur la petite estrade. « Viens, ma chérie, viens nous rejoindre. Viens recevoir les applaudissements que tu mérites. » Tous les visages, 200 visages curieux et avides de drame, se sont tournés vers moi. Le piège était parfaitement en place. Ils attendaient ma reddition, mon sourire forcé, mon sacrifice public. Lentement, délibérément, j'ai posé mon verre sur la nappe blanche. Je me suis levée. J'ai marché, non pas vers la scène, mais vers l'espace vide devant la table d'honneur, me plaçant au centre de l'attention. Mon cœur battait à un rythme régulier et puissant, le métronome de ma résolution. J'ai attendu que le silence revienne, savourant la tension palpable dans l'air. « Papa », ma voix était claire, posée, portant dans toute la salle sans le moindre effort. Je suis très touchée par cette pensée et par ce magnifique élan de générosité. Mais il doit y avoir un terrible malentendu. Je n'ai jamais, à aucun moment, eu l'intention d'offrir mon appartement. Un murmure collectif a parcouru l'assemblée, comme un vent dans les feuilles. Le sourire de mon père s'est figé, se transformant en un rictus crispé. « Léontine, ne sois pas ridicule », a-t-il sifflé au micro. « C'est le plus beau jour de la vie de ta sœur. Ne gâche pas tout par un caprice égoïste. » C'est la Cambre, la comédienne, est intervenue. Elle a pris le micro que le DJ lui tendait, son visage baigné de larmes. « Mais, tu me l'avais promis, Léontine », sa voix sanglotait, brisée par une fausse douleur. « Tu te souviens ? Tu m'as dit un jour que si je trouvais le grand amour, tu ferais n'importe quoi pour mon bonheur. » Ce mensonge. Ce mensonge éhonté, cette manipulation grossière prononcée devant 200 témoins, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ma patience. La salle a commencé à chuchoter contre moi. Comment peut-elle lui faire ça, la pauvre petite, le jour de son mariage ? C'est à ce moment précis que ma mère, Clotilde, a décidé de jouer son va-tout. Elle a descendu les quelques marches de l'estrade, a traversé la piste de danse avec la détermination d'un prédateur et s'est plantée devant moi. « Ça suffit maintenant », a-t-elle sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu nous fais honte à tous. C'est toi qui devrais avoir honte de monter une telle mascarade pour essayer de me voler, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas d'un iota. Sa fureur, contenue jusqu'alors, a explosé. Sa main est partie, rapide comme l'éclair. Clac. Le son de la gifle, amplifié par l'acoustique parfaite de la salle, a été assourdissant. Un silence de mort est tombé, si total que j'ai pu entendre ma boucle d'oreille heurter le sol en marbre. Le monde s'est figé. J'ai porté la main à ma joue, non pas par réflexe de douleur, mais dans un geste lent, presque théâtral. Puis, j'ai baissé ma main et j'ai regardé ma mère.
J'ai regardé ma sœur, qui, derrière ses larmes, avait un éclair de triomphe dans le regard. Et j'ai fait quelque chose qu'elle n'avait absolument pas prévu. J'ai souri. Un petit sourire, juste au coin des lèvres. Un sourire froid, dénué de toute chaleur, de toute pitié. Un sourire qui les a glacés sur place. Ce n'était pas un sourire de pardon. C'était un sourire qui disait, vous avez tiré le premier coup. La partie est finie pour vous. Mais c'est moi qui tirerai le dernier. Sans un mot de plus, j'ai fait une chose simple. Je me suis penchée, j'ai ramassé ma boucle d'oreille par terre. Je l'ai remise. J'ai jeté un dernier regard à ma famille. Puis, j'ai tourné les talons et j'ai traversé la salle silencieuse, la tête haute, sous le regard médusé de 200 personnes. Chaque pas de mes talons sur le marbre résonnait comme un coup de marteau sur le cercueil de leur plan. Dès que les lourdes portes en bois du domaine se sont refermées derrière moi, coupant court au chaos naissant, j'ai sorti mon téléphone. Antoine, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Le scénario catastrophe vient de se produire. Activez la clause anti-vautour. Il y a eu un court silence. Puis sa voix, glaciale et précise comme un scalpel, a répondu, je suis déjà en route. Et je n'arrive pas seul. Je ne suis pas parti loin. Je n'ai pas fui en larmes comme il s'y attendait probablement. Je suis simplement allé m'asseoir dans ma voiture, garée à l'ombre d'un chêne centenaire, un peu à l'écart du parking principal. J'ai coupé le contact et j'ai attendu, dans le silence de la campagne tourangeaile. Je savais qu'Antoine était un homme de parole, et surtout, un homme d'une efficacité redoutable. Il m'avait dit un jour, en plaisantant, qu'il avait un petit aérodrome près de sa propriété en Sologne, à moins d'1 heure de vol en hélicoptère de n'importe où dans la région. L'attente, je le savais, ne serait pas longue. À l'intérieur du domaine, je pouvais imaginer le chaos. Les invités partagés entre le scandale et la gêne, chuchotant derrière leurs mains. Mes parents, probablement, essayant de sauver les apparences, minimisant l'incident, me faisant passer pour une hystérique. Ma sœur, Ambre, jouant la victime éplorée, recueillant la sympathie facile de l'audience. 45 minutes. C'est le temps qu'il a fallu. Un bruit sourd a commencé à fendre l'air paisible, gagnant en intensité. Un hélicoptère. Un appareil sombre et élégant est apparu au-dessus des arbres et s'est posé avec une précision millimétrique dans le grand parc du domaine, à une centaine de mètres de la salle de réception, faisant onduler l'herbe sous le souffle de ses pales. Les invités se sont tus, se pressant aux fenêtres pour assister à ce spectacle inattendu. Quelques minutes plus tard, les phares d'une berline noire ont balayé l'allée principale bordée de lavande. La voiture s'est arrêtée en douceur devant le perron. La portière arrière s'est ouverte et Antoine Gaspard en est descendu. Grand, impeccable dans son costume sombre taillé sur mesure, il dégageait une aura de pouvoir et d'autorité qui semblait absorber toute la lumière et tout le son autour de lui. 2 autres hommes, visiblement ses avocats, sont sortis derrière lui, des serviettes en cuir à la main, leur visage aussi impassible que celui de leur patron. Antoine a monté les marches, ignorant le personnel de sécurité qui tentait timidement de lui demander qui il était. Il a simplement avancé, et les gens s'écartaient sur son passage, comme la mer devant Moïse. Les lourdes portes de la salle de bal se sont ouvertes devant lui. J'aurais payé une fortune pour voir la scène de mes propres yeux. Plus tard, Benjamin, un jeune cousin du marié qui m'avait toujours bien aimé, m'a tout raconté par une série de SMS fiévreux. L'arrivée d'Antoine a eu l'effet d'une bombe à neutrons. Tout le bruit s'est arrêté, mais les gens étaient toujours là, figés. Ton père est devenu livide en le voyant. Je ne l'ai jamais vu aussi pâle. Mon père, Renaud, s'est avancé, essayant de composer un visage accueillant. Gaspard. Antoine. Quelle surprise. Que faites-vous ici, a-t-il balbutié. Antoine a traversé la salle, ses pas résonnant dans le silence, et s'est arrêté juste devant lui. Il a jeté un regard glacial à ma mère et à ma sœur, qui se tenaient derrière Renaud comme pour se protéger. Puis son regard est revenu sur mon père. Il a souri, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Un sourire de prédateur. Je suis venu assister à la chute de la maison du bois, a-t-il dit, sa voix calme mais portant jusqu'au fond de la salle avec une clarté terrifiante. Un spectacle que ma famille attend, patiemment, depuis 25 ans.
La confusion s'est peinte sur les visages des invités. Mais pas sur celui de mon père. Sur le sien, j'ai compris plus tard qu'il y avait de la pure terreur. Il venait de comprendre. La personne qui se tenait devant lui n'était pas son associé bienveillant, l'homme qui l'avait sauvé de la faillite. C'était le fils de l'homme qui l'avait trahi. C'était un fantôme venu réclamer son dû. Le procès public était sur le point de commencer, et Antoine était à la fois le procureur, le juge, et le bourreau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Antoine a fait un signe discret à l'un de ses avocats. Ce dernier s'est approché du pupitre du DJ, a débranché un câble et a connecté un téléphone au système de sonorisation. La voix d'Antoine a alors empli la salle, calme, précise, et absolument dévastatrice, chaque mot tombant comme une lame de guillotine. Bonsoir à tous. Je vous prie d'excuser mon intrusion dans ce qui devait être une joyeuse célébration. Mon nom est Antoine Gaspard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le principal investisseur et partenaire majoritaire de l'entreprise Les Vins du Bois et Associés. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer, s'assurant que chaque personne dans la salle comprenne bien sa position de pouvoir. Ce soir, nous avons tous assisté à une scène choquante et déplorable. Une tentative d'extorsion publique, suivie d'une agression physique. Une agression commise par Madame Clotilde Dubois sur la personne de ma vice-présidente senior, en charge des opérations mondiales, Mademoiselle Léontine Dubois. Un murmure de stupéfaction a parcouru la salle. Vice-présidente senior? J'ai imaginé les visages de mes parents, leur incrédulité se transformant en panique. Oui, a poursuivi Antoine, son regard ne quittant pas mon père. Pendant que vous la traitiez comme une simple ressource familiale, comme un distributeur automatique de billets, Léontine gérait pour moi un portefeuille d'investissement stratégique de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est elle, et elle seule, qui a personnellement négocié l'accord avec le conglomérat américain qui a sauvé votre entreprise de la faillite il y a 2 ans. Il s'est tourné vers mon père, sa voix se faisant plus dure. Renaud. Vous vous vantez partout de cet accord. La vérité, c'est que vous n'étiez qu'un pion sur l'échiquier de votre propre fille, une simple formalité. Elle vous a sauvé, et vous l'avez remerciée en essayant de la voler. Le visage de mon père s'est décomposé. Mais Antoine n'avait pas encore fini. Le véritable coup allait être porté maintenant. Mais je ne suis pas seulement ici pour une question de respect professionnel. Je suis ici pour parler d'héritage. De véritable héritage. Il a alors raconté l'histoire. L'histoire de son père, un homme passionné et confiant, trahi par son meilleur ami. Il a décrit le vignoble en Bourgogne, le travail de toute une vie, l'âme d'une famille, volée par la cupidité et la duplicité. Et puis, il a porté le coup de grâce, en regardant mon père droit dans les yeux. Cet ami, ce traître, c'était ton père, Renaud. C'est votre famille qui a bâti sa fortune sur les ruines et le désespoir de la mienne. Le silence était total. Absolu. Si une épingle était tombée, on l'aurait entendu. La honte d'une génération venait d'être exposée au grand jour. J'ai attendu 25 ans, a dit Antoine, sa voix vibrante d'une colère contenue. J'ai attendu le bon moment pour reprendre ce qui nous a été volé. J'ai investi dans votre entreprise en sachant qu'elle était au bord du gouffre. Je l'ai maintenue à flot artificiellement, attendant que votre arrogance, votre sentiment d'impunité, vous pousse à commettre une erreur fatale. Et ce soir, en levant la main sur Léontine, vous m'avez offert cette erreur sur un plateau d'argent. Son deuxième avocat s'est avancé et a posé un épais dossier sur la table d'honneur, juste devant mon père. Voici un ultimatum, a déclaré Antoine, sa voix redevenant glaciale. Ce n'est pas une négociation. Option 1, d'ici 48 heures, vous publiez des excuses publiques complètes et détaillées à Léontine, reconnaissant la manipulation, la fraude, l'agression, ainsi que ses réussites professionnelles. Vous lui cédez également, à titre de dédommagement moral, les 10% de part de l'entreprise qui appartenait légalement à mon père, un détail que votre famille a oublié dans les registres depuis des décennies. Si vous faites cela, je vous laisserai avec les décombres de votre société, mais vous garderez votre nom. Option 2, vous refusez,
par orgueil ou par bêtise. Et dès lundi matin, une plainte pour agression avec préméditation sera déposée contre votre femme. Une enquête pour fraude fiscale et abus de biens sociaux sera lancée contre vous. Et je déclencherai la clause de défaut de notre contrat de partenariat, ce qui me rendra, par effet de levier, propriétaire de 100% de Les Vins du Bois et associés, y compris du vignoble qui a appartenu à ma famille. Je vous détruirai, Renaud. Lentement, publiquement, et légalement. Le silence dans la salle était si profond, si lourd, qu'il semblait écraser les poumons. Mon drame familial n'était en réalité qu'un chapitre final dans une histoire de trahison bien plus ancienne. Et le jugement de l'histoire venait d'être prononcé. Mais je savais que ma mère, acculée et humiliée, n'avait pas encore dit son dernier mot. Après le départ spectaculaire d'Antoine et de ses avocats, le domaine s'est vidé en quelques minutes, dans un silence de mort. Les invités fuyaient, non pas comme après une fête, mais comme les témoins d'un accident, pressés de s'éloigner de l'épave. Le mariage était terminé. La famille, telle que je l'avais connue, aussi. Je suis rentrée à Paris cette nuit-là, conduisant sur des autoroutes désertes. Je ne me sentais ni triomphante, ni heureuse. Je me sentais vide. Comme si on m'avait enlevé une tumeur que je portais depuis l'enfance. L'opération avait été un succès, mais la cicatrice était immense et la convalescence serait longue. Le lendemain, un dimanche, mon téléphone est resté silencieux. Pas un appel, pas un message. J'imaginais les scènes de crise, les accusations mutuelles, les consultations fébriles avec leurs avocats cherchant une faille, une issue impossible à la situation. Puis, vers 22h, alors que je contemplais Paris depuis ma baie vitrée, mon téléphone a sonné. Un numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était ma mère. Sa voix n'était pas hurlante ou suppliante comme je m'y attendais. Elle était froide, blanche, dénuée de toute émotion. C'était la voix la plus effrayante que je lui ai jamais entendue. « J'espère que tu es fière de toi », a-t-elle commencé. « Je ne suis ni fière ni honteuse, maman. Je suis simplement libérée. » La liberté. Elle a ri, un son sec et sans joie qui a crépité dans le téléphone. « Ton cher mentor peut nous prendre l'argent. Il peut prendre l'entreprise, le vignoble, tout ce qu'il veut. Ce ne sont que des choses matérielles. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais nous prendre. Une chose qui n'a de la valeur que pour toi. » Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. J'ai su, avant même qu'elle ne le dise, de quoi elle parlait. « La maison de campagne de ton grand-père », a-t-elle continué, sa voix se faisant plus précise, plus cruelle. « La vieille maison en Normandie où tu as passé tous tes étés. L'endroit que tu adores plus que tout au monde. Je viens de retrouver les papiers de propriété. Comme tu le sais, ton grand-père me l'a légué. Elle est légalement à mon nom. » Mon souffle s'est coupé. Cette maison n'était pas une simple propriété. C'était le sanctuaire de mon enfance. C'étaient les souvenirs de mon grand-père m'apprenant à lire à l'ombre du grand pommier, à reconnaître le chant des oiseaux, à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. C'était le seul endroit sur terre où je m'étais sentie aimée inconditionnellement, sans jugement. « Voici mon offre, Léontine », a-t-elle dit, sa voix se faisant plus dure, savourant chaque mot. Si tu ne convaincs pas ton cher Antoine d'annuler toute cette procédure, de retirer sa plainte et de nous laisser tranquilles d'ici demain matin, à midi précise, je signe l'acte de vente. J'ai déjà un acheteur. Un promoteur immobilier qui a de grands projets pour le terrain. Un complexe d'appartements de vacances sans âme, je crois. Bien sûr, il faudra raser la vieille bâtisse et abattre les arbres. Ce sera rapide. Une affaire de quelques jours. J'ai fermé les yeux, une douleur aiguë me transperçant le cœur. J'ai vu le vieux pommier s'effondrer. J'ai senti l'odeur du bois ciré dans le salon. J'ai entendu le bruit du vent dans les grands pins qui bordaient l'allée. Ton grand-père t'a appris à être une femme d'affaires impitoyable, a-t-elle ricané, tordant le couteau dans la plaie. Voyons si tu es prête à liquider son seul héritage tangible pour sauver ta petite carrière et ta précieuse vengeance. Tu as jusqu'à midi. Elle a raccroché. J'étais seule dans mon immense appartement parisien, mon trophée, ma forteresse. Et je ne m'étais jamais sentie aussi vulnérable, aussi exposée. Elle venait de prendre en otage mon cœur, mon âme,
mes souvenirs les plus chers. Elle venait de mettre en balance mon avenir contre le seul endroit sur Terre où j'avais été vraiment heureuse. Le dernier test, le plus cruel de tous, venait de commencer. Cette nuit-là, le sommeil était un pays lointain et inaccessible. Je me suis assise sur mon canapé, dans le noir complet, regardant les lumières de Paris scintiller au loin comme une galaxie indifférente à mon tourment. J'ai ouvert mon ordinateur portable, naviguant dans de vieux dossiers jusqu'à trouver celui intitulé « Normandie ». J'ai regardé défiler les photos. Des clichés de moi, enfant, les cheveux en bataille et les genoux écorchés, souriante et insouciante dans le jardin luxuriant de la maison de mon grand-père. Une photo de moi, à 7 ans, fièrement assise sur ses genoux au volant de son vieux tracteur. Une autre de nous deux, à 12 ans, penchée sur un échiquier, son visage ridé concentré alors qu'il m'expliquait une stratégie. Une photo de la cuisine, avec la grande table en bois où nous préparions ensemble des tartes aux pommes, l'odeur de la cannelle et du beurre flottant dans l'air. Chaque photo était une nouvelle vague de douleur. Chaque souvenir était un argument puissant en faveur de la capitulation. Ma mère avait été diaboliquement intelligente. Elle savait que ni l'argent, ni la carrière, ni même la justice n'avaient autant de poids pour moi que ce petit coin de paradis, ce sanctuaire de mon âme. Pendant un long moment, au cœur de la nuit, j'ai failli céder. J'ai pris mon téléphone, prête à appeler Antoine, prête à le supplier de tout arrêter, d'abandonner sa vengeance. Que importait l'argent, qu'importait l'humiliation, si je pouvais sauver le dernier lien tangible avec l'amour et la sécurité? Je pouvais presque entendre la voix triomphante de ma mère. Je pouvais imaginer ma vie future, à jamais liée à eux par ce chantage réussi, à jamais leur débitrice. Mais alors que mon doigt survolait le nom d'Antoine dans mon répertoire, une autre voix s'est élevée en moi. Une voix calme, sage, profondément familière. La voix de mon grand-père. Je me suis souvenu d'une de ses leçons, une leçon qu'il me répétait souvent lorsque nous jouions aux échecs et que j'étais sur le point de sacrifier une pièce importante par peur. Ne regarde pas la pièce que tu risques de perdre, ma chérie, disait-il. Regarde l'ensemble de l'échiquier. Quel est le véritable enjeu de la partie? Quelle est la victoire que tu cherches vraiment? Le véritable enjeu n'était pas une maison faite de pierre et de bois. C'était ma liberté. La victoire que je cherchais n'était pas de les punir, mais de me libérer d'eux. Céder maintenant, c'était leur donner la preuve qu'ils avaient encore du pouvoir sur moi. Que le chantage émotionnel était et resterait toujours leur arme la plus efficace. C'était leur donner les clés, non pas d'un appartement, mais de ma vie entière, pour toujours. Le soleil a commencé à se lever, projetant ses premières lueurs sur la ville endormie. Avec l'aube, ma décision était prise. À 9 heures du matin précise, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix tendue, pleine d'une attente triomphante. Alors? As-tu pris ta décision? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le calme m'envahir. Oui, ai-je dit. Tu te trompes, maman. L'héritage de grand-père, ce ne sont pas des murs. Ce n'est pas un jardin. Son véritable héritage, c'est moi. Un silence perplexe à l'autre bout du fil. Il m'a appris la valeur des choses, ai-je continué, ma voix ferme et claire. Il m'a appris à construire, à me battre, à protéger mes actifs. Mais surtout, il m'a appris à savoir quand un investissement n'est plus rentable. Et investir encore une seconde d'émotion, de temps ou d'énergie en vous, c'est une faillite assurée. Alors, vends la maison. Quoi? Tu ne peux pas faire ça. Tu bluffes, sa voix était soudainement paniquée. Non. Je me libère. Certains souvenirs sont faits pour rester dans le cœur, pas pour être emprisonnés dans des murs que l'on peut utiliser pour me faire chanter. Tu ne peux plus rien me prendre. Adieu, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué son numéro. Puis celui de mon père. Puis celui de ma sœur. J'ai coupé les ponts. J'ai incendié le navire qui me retenait prisonnière. J'étais enfin, et complètement, libre. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à notre passé est de le laisser partir pour protéger notre avenir. Ma question finale pour vous est la suivante: avez-vous déjà dû faire un sacrifice aussi douloureux pour votre propre bien-être et votre liberté?
Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Votre expérience peut donner de la force et du courage à quelqu'un d'autre qui traverse une épreuve similaire. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me le faire savoir, cela signifie beaucoup pour moi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits sur la résilience, l'importance de poser des limites et le pouvoir de se choisir soi-même. Et n'oubliez jamais que vous êtes, et serez toujours, votre plus précieux héritage.